Record on the cloud. C'est bon, c'est parti. Alors, bonjour Manuel, bonjour Anthony. Merci beaucoup d'avoir accepté d'animer ce petit webinaire avec nous. J'espère que les filles vont avoir toutes les réponses à leurs questions parce que quand j'avais annoncé le sujet, ça avait beaucoup intéressé la communauté. Quand je regarde un peu sur le côté, c'est que je regarde s'il y a des commentaires sur le groupe Facebook. Voilà, elles commencent à arriver les filles sur le Zoom. Donc, je vais rapidement présenter l'association et puis je vous donnerai la parole pour vous présenter. Alors moi, pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Amina Bouzidi. Je suis la fondatrice de l'association Femmes Entrepreneurs et Solidaires. Évidemment, je ne fais pas que ça à plein temps. J'ai fondé cette association justement après avoir créé mon entreprise et après avoir eu besoin de femmes comme moi qui sont en même temps sur plein de sujets différents. Donc, je suis salariée aussi, j'ai monté mon entreprise et j'ai besoin de réseaux, j'ai besoin de filles, de femmes qui m'encouragent parce que j'ai remarqué qu'on a toutes le même problème. Bella ne nous entend pas. Est-ce que, Fabienne, tu nous entends? Sur le groupe Facebook, on nous entend en tout cas. Et donc, j'ai été vite rejointe par presque 1500 femmes dès les 3 premiers mois de la création de l'association. Aujourd'hui, 2 ans après, on s'est un peu plus structuré et on propose aux entrepreneurs des ateliers, des webinaires, des rencontres avec des experts pour les aider ou à monter leur business, tout ce qui est par exemple business plan, financement, travail sur persona marketing, que ça soit le début, le milieu, c'est-à-dire je commence à me lancer et je ne sais pas comment faire, comment prospecter. Donc, on se pose toutes ces questions-là et avec l'intelligence collective, donc chacune ramène quelque chose. Il y a beaucoup d'expertes dans l'association qui sont expertes dans diverses thématiques qui amènent leur savoir. Et donc, voilà, donc, on est basé sur le transfert de compétences, le partage plutôt de compétences et aussi sur l'entraide, la bienveillance et le partage. Voilà pour moi et pour l'association. Je vous présente Anthony, qui est un ancien collègue à moi, qui était avec moi dans une société que maintenant c'est du passé pour lui, ou c'est du passé pour lui et c'est encore courant pour moi aujourd'hui. Je suis restée à bord du navire. Anthony est spécialisé dans tout ce qui est brevet. Je vais le laisser se présenter. Et il faisait déjà ça en tant qu'expert dans la société où on était avant. Je te laisse te présenter, Anthony. Oui, je te remercie, Mina. Bonjour à toutes. Effectivement, on était collègues. Précédemment, on se voyait régulièrement, notamment lors de formations diverses et variées, donc dans une entreprise du domaine de la prospection pétrolière. J'ai été employé dans cette entreprise pendant 5 ans en tant qu'ingénieur en propriété intellectuelle. Mais j'ai encore quelques contacts avec cette entreprise. En effet, le cabinet est localisé sur le plateau de Saclay, que vous connaissez peut-être. Donc, c'est au sud-ouest de Paris. Et donc, sur le plateau de Saclay, on retrouve des grandes écoles, on retrouve le CEA et beaucoup d'incubateurs, donc beaucoup de startups. Je travaille avec de nombreuses startups et donc également des porteurs de projets. Il y a beaucoup de porteurs de projets parce que c'est la phase amont, donc ça vous connaissez bien évidemment, et également des grands groupes, même
des écoles. Donc le cabinet, je l'ai créé en 2018. Il est localisé à Villebon-sur-Yvette. Et j'ai une expérience d'une vingtaine d'années dans le domaine de la propriété industrielle, et en particulier les brevets. Moi, mon domaine de prédilection, ce sont les brevets, hein, étant donné que je suis conseil en propriété industrielle, mention brevet, et également mandataire en brevet européen. Donc, ce qui me permet pour l'un de représenter des clients auprès de l'INPI et pour l'autre de représenter des clients auprès de l'Office européen des brevets à Munich et à La Haye, et également d'intervenir dans les procédures de demande internationale, de demande de brevet international, auprès de l'OMPI, l'Organisation mondiale de la propriété industrielle à Genève. Voilà. Précédemment, j'ai aussi travaillé dans l'industrie aéronautique, donc chez Safran Snecma, toujours en tant qu'ingénieur en propriété intellectuelle. Et avant ça, j'ai travaillé dans une entreprise qui s'appelle Lissier Aerospace, qui fabrique des fixations aéronautiques, c'est-à-dire des fixations pour assembler les avions, les moteurs d'avion, etc. Et là, quand je suis parti, j'étais responsable de la propriété industrielle. Voilà pour ma présentation. Merci. Je t'en prie. Manuel, à toi la parole. Bonjour à tous, bonjour Amina. Moi, je suis, comme Anthony Berton, conseil en propriété industrielle, avec la spécialité juriste, c'est-à-dire que je ne rédige pas de brevet, je ne dépose pas de brevet, je suis plutôt côté marque, côté dessin et modèle, côté droit d'auteur. Ça fait une quinzaine d'années que je travaille dans le domaine de la propriété intellectuelle. Ça fait 10 ans que je suis conseil en propriété industrielle. Et Anthony ne l'a pas précisé, mais il s'agit d'un titre en fait qui est protégé, hein, comme le titre de médecin, de pharmacien ou d'avocat. Donc c'est un titre particulier qu'on acquiert avec un certain nombre d'années d'études dans le domaine de la propriété intellectuelle, par un certain nombre d'années d'expérience professionnelle en cabinet spécialisé, et qui est sanctionné par un examen professionnel organisé par l'INPI, ce qui permet globalement d'assurer quand même une garantie de compétence et de qualité, de sérieux à des personnes comme Anthony et moi, chacun dans son domaine de spécialité. Oui, en fait, j'ai découvert ça pour celles qui pensent encore, comme je le pensais il y a quelques semaines, que dans ce domaine-là, il suffit de dire comment faire pour faire ça, et puis vous allez avoir une réponse préformatée à ce que vous avez demandé. Je suis désolée de vous dire que ce n'est pas si facile que ça, ce n'est pas du tout évident. Et comme le disait Manuel, chaque mot a son importance, chaque phrase a son utilité. C'est vraiment un domaine très particulier et un domaine très normé. Donc ça, je voulais d'abord vous le dire, parce que moi, je l'ai appris un peu en discutant, en préparant ce live avec nos deux experts. Mais tout ce que je pensais être facile, tout ce que je pensais être facile, parce que là, les questions comme je veux protéger ma marque, combien ça coûte, combien de temps ça prend et où est-ce que je vais, eh bien, vous allez croire qu'il y aura 3 phrases, mais en réalité, ça dépendra de plein de facteurs. Et justement, c'est ça le métier de Manuel et d'Anthony. Voilà, donc ce qu'on a décidé de faire aujourd'hui avec Manuel et Anthony, c'est de faire comme une interview en fait, questions-réponses. Donc, vous avez toutes posé plein de questions et puis aussi, de leur côté à eux, les experts ont des questions qui reviennent tout le temps. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait poser les questions et laisser les réponses arriver. Et puis derrière, ça va peut-être vous faire réfléchir, vous poser des questions vous aussi de votre côté. Et puis donc, du coup, on avancera comme ça. Vous allez poser vos questions, que ce soit sur Zoom, pour celles qui sont sur Zoom,
ou sur le groupe Facebook. Je surveille le tout et je remonterai vos questions à Anthony ou à Manuel par rapport au secteur d'activité. Donc, si c'est bien pour vous, si c'est bon pour vous, on commence? Pas d'objection? Ouais. C'est bon? Bon, allez. Donc, on va commencer par les marques, hein, parce que c'est vraiment le truc qui a l'air le plus simple. Voilà, comme ça, vous allez commencer crescendo. Donc, Manuel, qu'est-ce qu'une marque? Qu'est-ce qu'on appelle marque? Comment on peut dire que c'est une marque? Alors, une marque, c'est avant tout un droit de propriété industrielle. Le but d'une marque dans la vie des affaires, dans la vie économique des entreprises, c'est de permettre à la clientèle de retrouver le produit ou le service qu'elle a acheté précédemment en lui garantissant que ça provient de la même personne. Typiquement, si vous allez faire vos courses chez Auchan, vous savez que la marque Auchan, c'est la garantie du service qui va avec les magasins Auchan et pas la garantie du service qui va avec les magasins Leclerc. Le but de la marque, c'est donc vraiment de permettre à une entreprise de distinguer ses propres produits et services de ceux qui vont être proposés par les entreprises concurrentes. C'est vraiment un jeu qui a qui a pour but de faciliter la concurrence en repérant immédiatement quelle est la personne qui émet les produits ou les services. C'est un droit de propriété industrielle, ça a des conséquences, on verra lesquelles elles sont un peu plus tard, mais comme c'est un droit de propriété, ça s'acquiert par l'enregistrement, ce n'est pas automatique, il ne suffit pas d'utiliser un nom dans la vie des affaires pour que ça devienne une marque. Pour que ça devienne une marque, il faut faire une démarche particulière en France auprès de l'INPI qui suppose une procédure d'enregistrement en fait, au terme de laquelle on obtient un titre de propriété industrielle. D'accord. Mais du coup, en fait, qu'est-ce qui change? Par exemple, moi, je viens de monter mon entreprise et j'ai décidé de mon nom, j'ai décidé de mon logo, par exemple. Et puis, j'ai décidé de certaines couleurs. Donc, moi, c'est ce que je vois tous les jours. Enfin, je veux dire, quel intérêt je vais avoir pour investir et déposer ma marque? Qu'est-ce que je vais y gagner, moi? Ou alors, qu'est-ce que je risque en ne le faisant pas? L'intérêt de déposer la marque dans ce cas précis, c'est qu'on obtient un droit de propriété qu'on ne peut pas obtenir autrement. Quand on utilise un nom en tant que nom commercial, en tant qu'enseigne, en tant que nom de domaine pour un site internet, en tant que dénomination sociale pour le nom de la société, on n'a pas de droit de propriété. Ça a plusieurs conséquences. Le fait de déposer la marque avec, au terme de la procédure d'enregistrement, un titre de propriété industrielle, ça signifie que vous avez une exclusivité sur le nom, sur le logo que vous avez fait enregistrer. Cette exclusivité, ça veut dire que vous pouvez interdire aux autres de l'utiliser. Ce que vous ne pouvez pas faire, ou en tout cas pas dans les mêmes circonstances parce que c'est un petit peu compliqué, avec par exemple un nom commercial. Donc si vous êtes enregistré au registre du commerce sous le nom Amina, vous ne pouvez pas empêcher qu'une autre entreprise s'enregistre au registre du commerce sous le nom Amina, y compris pour des activités identiques. En revanche, si vous avez fait un dépôt de marque, l'enregistrement en tant que marque Amina vous permet d'interdire aux autres d'utiliser le même nom pour les mêmes activités. Ça, c'est le premier intérêt, c'est l'exclusivité. Garantir que vous serez les seuls à pouvoir utiliser ce nom dans des conditions licites. Le deuxième intérêt, on en parlera aussi un petit peu plus tard, c'est qu'avec une marque, vous pouvez faire beaucoup de choses que vous ne pouvez pas faire avec, par exemple, une dénomination sociale ou un nom commercial. Vous pouvez notamment faire des cessions, faire des licences, des franchises. Vous pouvez plus facilement lever des fonds. Tout ça, c'est source de valeur. Ce sont des éléments qui entrent dans l'actif de la société
et que vous pouvez donc valoriser au travers de la vie de l'entreprise. Vous ne pouvez pas toucher de redevance, par exemple, si vous n'avez pas déposé de marque. Un simple nom commercial ne suffira pas à faire que vous pourrez toucher des redevances si quelqu'un d'autre utilise le même nom avec votre accord. D'accord. D'accord. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions en même temps, ben, n'hésitez pas, hein, parce que si c'est facile, si la réponse arrive vite, enfin, si la réponse est facile et rapide, on le dit tout de suite, sinon on va laisser ça pour la fin. Donc, n'hésitez pas à intervenir à chaque fois que vous avez… alors, il y a Fabienne qui dit, y a-t-il des démarches impossibles de dépôt de marque? Alors, je ne suis pas exactement sûr de ce que ça signifie. Ce qui est certain, c'est qu'on ne peut pas déposer tout et n'importe quoi. Et notamment, vous ne pouvez pas déposer, par exemple, un nom qui serait contraire aux bonnes mœurs. Il y a des exemples récents, par exemple, de personnes qui ont essayé de faire enregistrer des marques cannabis. On n'a pas le droit de le faire. C'est considéré comme contraire aux bonnes mœurs, contraire à l'ordre public. Donc ça, c'est interdit. Il y a des signes que vous ne pouvez pas enregistrer non plus, qui vont être, ça ressemble un petit peu à la réflexion de Fabienne sur les noms de villes. Vous ne pouvez pas enregistrer, par exemple, des drapeaux nationaux en tant que marque. Déposer le drapeau français ou le drapeau italien, ça va vous être interdit. Il y a comme ça des signes qui sont complètement interdits au dépôt de marque. En revanche, vous pouvez parfaitement, sous réserve de ne pas porter atteinte à des droits de tiers, donc à des gens qui auraient précédemment enregistré une marque identique, déposer quasiment tout et n'importe quoi, un nom, un logo, un slogan, un son, une odeur. On peut déposer aujourd'hui quasiment tout ce qu'on veut. Toutes les matières sont enregistrables quasiment. Il y a simplement des critères à respecter qui sont la distinctivité et la disponibilité. Ça, c'est vraiment deux points auxquels il faut faire très attention. Donc, je peux éventuellement en parler tout de suite. Mais c'est essentiellement là-dessus qu'il faut porter son attention quand on dépose une marque, parce que c'est de là que proviennent les plus gros risques. Alors, il y a juste une petite… elle a rebondi sur ce que tu as dit, Katia, et moi aussi, je m'étais posé la même question. Quand tu as dit, on ne peut pas déposer la même marque pour faire la même chose. Mais est-ce qu'on peut déposer la même marque pour faire autre chose? Oui, tout à fait. Ça ne pose pas de problème, en fait, parce que comme je l'expliquais tout à l'heure, le but, c'est de faire en sorte que le consommateur comprenne à quel opérateur commercial il a affaire. Donc, dès lors qu'on est dans des domaines d'activité qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, potentiellement, le consommateur ne va pas se tromper. C'est pour ça que, par exemple, vous avez des marques identiques, c'est-à-dire des noms identiques, qui sont déposés, qui appartiennent à des sociétés différentes, mais qui sont dans des activités totalement différentes elles aussi. C'est légal. Vous avez par exemple la marque Montblanc. Pour certains, ça va évoquer la crème dessert au chocolat ou à la vanille. Pour d'autres, c'est une marque de stylo et de maroquinerie assez haut de gamme. Mais il y a une multitude d'exemples comme ça. Vous avez par exemple, parce que j'en ai vu passer il n'y a pas longtemps à la maison, des céréales Trésor. Trésor, c'est Kellogg's, c'est aussi le nom d'un parfum. Oui, d'accord. Ok, ça marche. Merci. Alors, quand on veut déposer sa marque, qu'est-ce qu'il faut qu'on se pose comme question? Qu'est-ce qu'il faut qu'on regarde avant de foncer et aller déposer sa marque à l'INPI? Alors, vraiment les deux principales choses à regarder, ce sont des termes qui ont l'air un peu techniques comme ça, mais vous allez voir, c'est assez simple à comprendre. C'est la distinctivité d'une part, la disponibilité de l'autre. La disponibilité, vous allez comprendre très très vite, c'est qu'il suffit, il faut faire attention à ne pas porter atteinte aux droits d'une autre société.
C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, aujourd'hui par exemple, déposer de marque Montblanc pour des produits de maroquinerie. Il y a déjà une marque Montblanc qui existe. Si vous déposez une marque Montblanc, par hypothèse, vous allez générer une confusion pour le consommateur. Il va avoir deux marques Montblanc pour le même type de produit. Donc, vous portez atteinte au droit de propriété de la société Montblanc sur ces marques Montblanc. Ça, c'est interdit. Le risque, dans ce cas-là, c'est de vous faire attaquer par la société Montblanc qui va défendre sa marque. Si vous avez de la chance, elle va vous attaquer très très tôt dans le cadre de la procédure de dépôt et d'enregistrement. Et donc, la sanction, ça va être que votre marque va être refusée avant d'arriver au terme de la procédure d'enregistrement. Ça va vous occasionner quelques tracas juridiques et administratifs, mais normalement, vous devriez vous en tirer sans trop de dégâts financiers. Si vous avez un petit peu moins de chance, on va vous attaquer un petit peu plus tard. Alors, vous avez commencé, vous, à exploiter votre marque Montblanc. Et à ce moment-là, c'est plus administratif, c'est judiciaire. C'est une action en contrefaçon. Et la sanction, c'est des dommages et intérêts. Donc, pour éviter de prendre ce type de risque-là, la seule façon, c'est de faire ce qu'on appelle des recherches d'antériorité. Donc, vous avez sur la plupart des offices dans le monde, et y compris à l'INPI en France, des petits moteurs de recherche qui vous permettent de faire un premier niveau de recherche. Google, les recherches, hein? C'est pas sur Non, Google. ça ne se fait pas sur Google. Non, non. Ah. Non, ça ne se fait pas du tout sur Google. Ça se fait sur des bases de données spécialisées et notamment sur la base des données des offices de marque, comme le propose donc l'INPI. Je pourrais envoyer le lien à tous juste après. Je peux te l'envoyer en chat si tu veux, Amina, puis tu le redonnes sur Facebook. L'idée, c'est quoi? C'est que avec ce petit moteur de recherche, vous voyez déjà s'il y a une marque identique qui existe. Il y a une marque identique qui existe, il vaut mieux éviter d'aller plus loin. Si par contre, vous n'avez aucun résultat, ça ne veut pas dire qu'il n'existe rien. Ça veut simplement dire que le moteur de recherche interne de la base de données de l'INPI, par exemple, ne l'a pas trouvé. Et dans ce cas-là, ce qu'il faut faire, c'est aller un petit peu plus loin et faire des recherches avec un professionnel. Là, je suis un peu désolé de prêcher pour ma paroisse, mais il n'y a pas 36 solutions. Ce sont des recherches très, très techniques. Et donc, la seule solution, c'est de faire appel à un professionnel pour vraiment être certain que la marque est disponible. Le deuxième élément qu'il faut vérifier, qui est souvent méconnu par le grand public, c'est la distinctivité. C'est qu'il faut que votre marque, elle puisse permettre de vous identifier pour le public. Et notamment, il ne faut pas qu'elle soit descriptive. Et je vais vous donner des exemples très, très simples pour que vous compreniez. Les grandes marques dans le monde qui sont les plus fortes, à la fois en termes de valorisation, mais en termes juridiques, c'est des marques qui n'ont aucune signification par rapport à leurs produits. Google, Apple, Amazon, on peut en citer plein. Quand je vous dis Amazon, aujourd'hui, vous pensez à la société Amazon. Je vous l'aurais dit il y a 10 ans, vous ne pensiez pas à des services qui vous permettaient de commander tout et n'importe quoi sur Internet et à vous faire livrer, parce que Amazon, ça ne veut pas dire ça. À l'inverse, vous avez des marques qui sont très, très faibles. Vente privée, Booking.com, ça, ce sont de mauvaises marques pour les juristes. Pourquoi? Parce qu'elles décrivent le produit, elles décrivent le service. Vente privée a eu énormément de mal pendant des années à défendre sa marque. Elle a réussi à le faire en investissant énormément d'argent. Ça lui a coûté beaucoup d'argent, elle en gagnait beaucoup, donc ce n'était pas très, très grave. Mais vous avez peut-être remarqué que vente privée, c'est devenu VP. Parce qu'au bout d'un moment, ils ont lâché l'affaire, si vous me passez l'expression, et ils ont fini par se rendre à l'évidence. Vente privée, ce n'était pas un bon nom pour aller à l'international, et ils voulaient y aller. Et puis deuxièmement, vente privée, c'était descriptif de leur activité, donc il leur fallait trouver un nom un peu plus distinctif. C'est bête, hein? Ils n'auraient pas eu moins de clients si ce ne serait pas appelé vente privée, tu vois, c'était pas, ça n'avait rien à voir. Il y a un équilibre à trouver entre l'évocation que ça va faire pour le public et donc du coup la facilité à marketer et à commercialiser ses produits, parce que c'est sûr qu'une marque parlante, c'est facile à marketer, c'est facile de communiquer dessus. Par contre, c'est impossible à défendre juridiquement. Encore une fois, vente privée a engouffré des dizaines de milliers d'euros dans la défense de sa marque. Elle n'a pas toujours réussi.
Des fois, elle a perdu sa marque, elle a dû aller en appel, elle a dû aller en cassation, c'est revenu en arrière. Des fois, elle a obtenu gain de cause, mais vraiment à la marge. Tout ça parce que vente privée, c'est une expression qui veut dire quelque chose. Et là, la semaine dernière, aux États-Unis, mais la règle est la même, c'est Booking.com qui a eu la même difficulté. Booking.com, la marque, après des années de litige, a été reconnue valable par la Cour suprême. Mais pourquoi? Parce que, à force d'investissement, aujourd'hui, quand on dit Booking.com, on pense à un site internet et un seul, et pas à n'importe quel service de booking, de réservation. Du coup, la Cour suprême a dit, en fait, Booking.com, oui, la marque est valable. Par contre, pas possible d'opposer Booking.com à n'importe quelle société qui fait du booking, qui fait de la réservation. Ce qui veut dire que Booking.com a une marque, mais ne peut quasiment pas la défendre. Et ça, c'est vider complètement l'intérêt d'avoir une marque. Du coup, quand on lance son entreprise, il ne faut pas raisonner comme ça. Il faut raisonner tout de suite positivement. Il ne faut pas se dire, je vais avoir une marque, mais derrière, je pourrais interdire à personne de l'utiliser parce que c'est investir pour rien. Il vaut mieux avoir une marque forte dès le départ et derrière, se donner la possibilité de pouvoir agir si quelqu'un vous copie. Tu veux dire, ils ne peuvent pas la protéger. Il y a quelqu'un d'autre qui peut aussi faire une entreprise qui s'appelle Booking. Exactement. Là, si l'une de vous, entrepreneur, est déjà en activité dans le domaine de la réservation, vous pouvez parfaitement dire que vous faites des services de booking. Vous pouvez vous appeler Booking. Ça ne pose pas forcément de problème parce qu'encore une fois, on est sur un terme qui est générique. Une entreprise qui fait de la réservation de voyage, elle est obligée d'utiliser, en anglais en tout cas, le mot booking, parce que sinon, elle n'explique pas à ses clients ce qu'elle fait. Ok. Super. Ben, je vous laisse réagir. Je vous laisse réagir. Moi, en attendant, en fait, là, on a parlé de marque, mais en réalité, le pendant, quand on fait vraiment des choses plus conceptuelles, quand il y a quelque chose à déposer, c'est le brevet. J'en ai eu 2 ou 3, peut-être 4, qui m'ont demandé à un moment ou à un autre, est-ce que je pensais que ça valait le coup de déposer un brevet, ça coûte trop cher, tu vois. Donc, tout ce qu'on a dit par rapport aux marques, si tu veux, alors je vais repartir sur mes petites notes pour les questions. Donc, ce qu'on a posé par rapport aux marques, c'est qu'est-ce qu'une marque et pourquoi et quel intérêt d'utiliser cette marque. Alors, je vais te reposer la même question, mais par rapport au brevet, Anthony. Donc, à partir de quel moment on peut parler de brevet et pourquoi est-ce qu'on a intérêt à déposer un brevet, même si on ne veut pas l'utiliser tout de suite? Voilà, si on a inventé quelque chose. Oui, bah, effectivement, il y a de nombreuses similitudes entre les marques et les brevets. Alors, le terme un peu plus exact, c'est brevet d'invention. J'introduis de cette manière-là parce que c'est le terme qui a été utilisé un peu précédemment. Bon, c'est un petit peu désuet, mais brevet d'invention, c'est quand même important parce qu'on se concentre sur des aspects techniques. Donc, une invention technique. C'est ça qui est important à comprendre. Pour les marques, on n'est pas dans un domaine technique. Le droit d'auteur, c'est également de l'artistique. Donc là, on se concentre sur des objets purement techniques. Alors, technique, qu'est-ce que ça veut dire? Effectivement, si vous regardez dans un dictionnaire, on ne va pas avoir des définitions vraiment très précises. Ça va être plutôt une liste un peu à la Prévert, hein, comme on dit, de divers domaines. Donc, il y a des domaines, pas de problème, tels que la mécanique, la chimie, la biotech, la pharmacie, les matériaux, bon, etc., etc. Donc, on est dans un domaine technique et donc on est dans le domaine du potentiellement brevetable. Alors, vous allez comprendre pourquoi je dis ça après, je vais développer. En revanche, pendant longtemps, maintenant ce n'est plus le cas, mais pendant longtemps, on s'est posé beaucoup de questions autour des programmes d'ordinateur, c'est-à-dire des logiciels, brevetables, pas brevetables. Bon, maintenant c'est tranché, mais pendant longtemps, on s'est posé des problèmes, des questions par rapport à ça. Mais néanmoins,
encore actuellement, on ne peut pas protéger un programme d'ordinateur en tant que tel. C'est-à-dire les lignes de code, on ne peut pas les protéger. Il y a quelques exceptions de ce type. On ne peut pas protéger les découvertes, on ne peut pas protéger les présentations, on ne peut pas protéger des règles, voilà, des méthodes mathématiques. On ne peut pas protéger tout ça, on ne peut pas le protéger directement. On considère que ce n'est pas technique et non protégeable. Alors, cette liste n'est pas exhaustive, hein, mais dans le Code de la propriété industrielle, on a quand même le terme qui est indiqué notamment. Voilà, et il y a toute cette liste qui apparaît. Donc, cela étant dit, ce qui est très important, c'est de partir sur quelque chose de technique. Là, on est sur la bonne voie. Mais bon, ça suffit, ça ne va pas suffire. Je développerai après pour les critères. Pour répondre à ta question, quel est l'intérêt de breveter? Alors avant tout, effectivement, comme les marques, il s'agit également d'un droit de propriété industrielle, un titre de propriété industrielle, et c'est donc également un droit d'interdire. Souvent, il y a une confusion que j'entends très très souvent, c'est pour ça que je me permets de développer ce point. On me dit, on parle souvent de droit d'exploitation, de droit d'exploiter. En fait, dans le domaine des brevets, on n'est pas dans un droit d'exploiter, c'est-à-dire il n'y a aucune autorité qui va indiquer, monsieur A, vous avez déposé une demande de brevet, vous avez obtenu un brevet, et maintenant vous avez le droit d'exploiter votre invention, et avec un tampon sur un joli document. Non, c'est pas ça, c'est un droit d'interdire. C'est-à-dire que ça va permettre au titulaire, donc en l'occurrence le breveté, d'interdire à un tiers d'exploiter son invention. Vous voyez, le mécanisme est là, le terme exploiter, il vient ici. C'est un droit d'interdire. Voilà. On peut obtenir des dommages et intérêts ou une interdiction d'exploiter, par exemple, auprès d'un juge quand on est en contrefaçon. Donc, ça va servir à ça. Alors, on peut se dire quel est l'intérêt? Effectivement, c'est un certain coût. Quel est l'intérêt de breveter? Bon, c'est effectivement pour avoir ce droit d'interdire, mais ça peut paraître peut-être un petit peu abstrait parce qu'on est un peu loin. Et en fait, pour parler de manière, comment dire, c'est peut-être un petit peu un abus de langage, ça permet de protéger une invention. Bon, cela étant dit, quand on est dans le monde des affaires, bon, c'est bien, mais quel est le rapport avec mon business de protéger une invention? En fait, on se situe dans le monopole. C'est là tout l'intérêt. Donc, c'est pays par pays, on développe un monopole. Je dépose une demande de brevet en France, j'obtiens un brevet en France, j'ai un monopole et donc j'ai un droit d'interdire qui se crée. Donc, en fait, c'est une stratégie d'entreprise. Alors, soit c'est un produit qu'on développe, qu'on est en train de développer, effectivement, il faut le protéger avant de le mettre sur le marché pour empêcher la concurrence de développer le même produit, ou sinon on peut être plutôt dans le spéculatif. Et c'est souvent le cas. On dépose très très tôt ces demandes de brevets, donc on protège très très tôt ces inventions pour être, comment dire, pour empêcher son exploitation par des tiers, peut-être dans 4 ans, 5 ans, voire 10 ans. Ah, je n'entends pas ton micro, Amina, il est coupé. J'ai oublié. Quand tu dis très très tôt, il faut quand même que ça soit terminé. Non, parce que tu veux dire le produit qu'on développe? Oui, Parce que- je sais que c'est pas bien de parler de concept, mais l'invention, Mhm. le truc que tu veux déposer, si tu l'as commencé et que déjà les premiers trucs que tu as fait, bah, c'est une invention, mais que tu n'as pas terminé, tu déposes quoi, la moitié? Tu l'appelles comment? Je veux dire, c'est super abstrait, je trouve.
Oui, c'est une excellente question et on me la pose vraiment très très souvent. Euh, il y a souvent de l'autocensure. Il faut lutter en fait contre l'autocensure hein, chez les inventeurs. L'inventeur, curieusement, là je dis une généralité, mais j'ai constaté ça, l'inventeur s'autocensure et veut être certain que son prototype fonctionne ou son procédé de fabrication fonctionne avant de déposer sa demande de brevet. Je dirais, dans la plupart des cas, ce n'est pas vraiment la meilleure solution. Il est préférable de déposer le plus tôt possible. Euh, Comme son nom l'indique, on est dans propriété intellectuelle, propriété industrielle, c'est-à-dire l'invention naît d'abord dans l'esprit de quelqu'un ou de plusieurs personnes, plusieurs inventeurs, parce qu'il peut y avoir plusieurs inventeurs, et ensuite ça se concrétise sous la forme d'un prototype, d'un produit ou d'un procédé, par exemple. Donc, il n'y a aucune, pour répondre à ta question de manière beaucoup plus précise, il n'y a aucune exigence auprès de l'INPI ou d'un office quelconque dans le monde, un office de brevet, d'apporter un objet, une réalisation de l'invention pour dire, vous voyez, mon invention fonctionne, je vous la présente. C'est pas du tout demandé. Je dirais même à la limite, les offices, pour parler un petit peu vulgairement, s'en fichent complètement, quoi. C'est pas l'objet. C'est un exercice juridique. Hein, c'est vraiment un exercice juridique, donc ça se fait sur pièce. Et l'objet de cet exercice, ce n'est pas du tout d'être devant un jury, par exemple mécanicien expert, et de présenter. Non, non, c'est vraiment un exercice juridique où on va analyser la brevetabilité par rapport à des antériorités. D'accord. Voilà. Et Donc, pour répondre vas-y. complètement à ta question, dès que l'invention est suffisamment concrète, mais en tout cas dans l'esprit de la personne, et sur papier, il faut protéger dès que possible. Alors, dans un but business, hein, dans un but oui, commercial. Alors, je ne parle pas de grands déposants qui vont déposer des milliers de demandes de brevets, mais dans des buts divers et variés. Mais là, bon, j'aime bien parler dans des cas un peu précis, dans des cas un peu d'espèces. Pour cet après-midi, ce qui nous intéresse, je pense qu'il faut que ça soit fortement en lien avec le business. Voilà. C'est un investissement. Pour moi, c'est vraiment un investissement. Donc, comme le disait Manuel, c'est un actif immatériel, comme une machine, comme un bureau, comme du savoir-faire. Bon, là, on est dans la propriété intellectuelle, mais le boulanger qui crée sa boulangerie va acheter des machines, va demander un emprunt bancaire pour acheter chez machine. Si on est dans l'innovation, euh, si on a une invention technique, c'est exactement la même chose. Il faut que ça soit prévu au business plan comme un investissement quelconque. Voilà. C'est pas, faut pas voir ça comme une espèce de formalité à la CCI, à la Chambre de commerce et d'industrie. Vous voyez, c'est pas du tout ça. Hein. Voilà. C'est de la stratégie. Anthony, si tu me permets, j'en profite parce que en chat privé avec Fabienne, là, on parlait de son histoire personnelle, donc on n'entre pas là-dedans, mais elle expliquait qu'en début d'activité, elle avait pas les moyens, je me permets de le dire, hein, Fabienne, et que déjà, elle trouvait que le coût d'un dépôt de marque, c'était élevé. Alors, on pourra revenir sur le coût d'un dépôt de marque, mais je pense que ce qui est très important, c'est qu'il ne faut pas croire que parce qu'on est dans l'immatériel complètement ou parce qu'on monte une toute petite entreprise, il ne faut pas bien préparer son business plan. Et en fait, la personne qui veut avoir une entreprise prospère et qui donc a besoin d'investir dans son capital humain, immatériel, etc., sur le long terme, je pense qu'il faut qu'elle envisage les investissements de tout point de vue. Et le meilleur moyen, c'est de prévoir en amont, dans son business plan, que si on est amené à faire de l'innovation, bah, il faudra prévoir des budgets brevets dans les premières années et que quoi qu'il en soit, pour commercialiser,
ces produits ou ces services, dans les premières années, on va avoir besoin de budget marque. Et ça fait partie, à mon sens, des investissements qu'il faut anticiper dès le début, comme le matériel dont vous avez besoin en production, comme les salariés dont vous aurez besoin plus ou moins rapidement. Ça fait partie des choses à anticiper et à prévoir dans son business. En fait, on peut pas être… on peut pas… ça rejoint plein de choses. Ce n'est pas uniquement pour la propriété intellectuelle, ce que tu es en train de dire. C'est qu'en fait, ça prouve qu'on n'est pas ambitieux et qu'on veut rester, entre guillemets, un petit joueur et puis pouvoir arrondir nos fins de mois et puis basta. Ça veut pas dire… je veux dire, à partir du moment où c'est un business sérieux sur lequel on veut investir. En fait, en plus, on ne fait pas attention. Souvent, on investit beaucoup de temps et l'argent, on se dit, non, mais en fait, votre temps, c'est de l'argent. Et le temps que vous mettez sur quelque chose, vous vraiment, je pense qu'on sous-estime beaucoup notre temps. Et dès qu'il faut investir, que ça soit sur mais plein de choses, pas uniquement ça, moi je le vois tous les jours, tout de suite on dit que c'est cher. Donc quelqu'un qui est dans l'univers du textile et tout ne va pas hésiter à acheter des beaux tissus, ne va pas hésiter à mettre beaucoup d'argent sur sa matière première, sur ses machines à coudre, etc., parce qu'il sait ce que c'est, parce que c'est son métier. Mais tout ce qui n'est pas son métier, en fait, il va sous-estimer ce que ça va lui donner comme pouvoir et sous-estimer ce que ça va donner aussi de l'extérieur. Quand on voit une entreprise qui est carrée par rapport à tous ces points de vue, on dit que c'est une entreprise. On ne dit pas que c'est un petit entrepreneur. On ne dit pas que c'est c'est une personne qui fait ça pour dépanner et qui le lendemain n'existera plus et on va rester un peu, si on achète chez elle et que demain on a besoin de quelque chose, on va se retrouver sans support. Donc ça fait partie d'un certain nombre de choses. Mais d'ailleurs, il ne faut pas croire, enfin, Anthony comme moi, on a des cabinets de petite taille, donc on a affaire à tout type de clients. Moi, j'ai des clients qui sont très très gros, qui sont présents sur quasiment tous les continents, et puis j'ai des tout petits clients qui sont individuels et qui ne génèrent pas énormément de business et donc de revenus. Mais ce qui est toujours important, c'est qu'il n'y a pas d'obligation à déposer un brevet, il n'y a pas d'obligation à déposer une marque. C'est un droit qu'on veut acquérir pour se donner les moyens de se défendre le cas échéant. Si on veut se donner les moyens, il faut les avoir forcément. Et donc, ça suppose forcément un business plan, faire un emprunt à la banque peut-être, mais être cohérent dans la démarche. Si on ne veut pas être du tout dans cette démarche-là, il n'y a aucun problème. Mais à ce moment-là, il ne faut pas vouloir empêcher les autres, quelque part, de vous copier. Donc, en fait, il y a un choix à faire. Parfois, ce qu'on peut faire, ce qui est tout à fait répandu dans le domaine des entrepreneurs et du coup des petits entrepreneurs peut-être avant qu'ils deviennent des entreprises un petit peu plus importantes, ce qui est très répandu, c'est de faire soi-même. Ce n'est pas forcément un problème. Ce qu'il faut juste comprendre, c'est que quand on a fait soi-même et qu'on n'est pas spécialiste par hypothèse de la propriété industrielle, on a peut-être commis des erreurs ou on est peut-être passé à côté de certaines choses. Donc il ne faut pas se croire immunisé, protégé efficacement. Il faut assumer le risque comme tout entrepreneur. On a monté aussi nos entreprises il y a quelques années. Il faut prendre le risque, on le prend, on dit OK, je ne sais pas faire, mais je fais moi-même parce que je n'ai pas le budget et ce sera mieux que rien. Je ne le fais pas. Ou je ne le fais pas. Et puis, dès que justement l'entreprise commence à décoller, que le business est un petit peu plus régulier, là, on se repose la question et on essaye de mettre les choses un peu au carré. Il sera toujours temps de le faire, mais peut-être que vous apprendrez qu'effectivement, vous êtes parti dans la mauvaise direction et il faudra peut-être remettre en question certaines choses, certains acquis, au risque du coup d'avoir aussi perdu du temps et de l'argent pendant quelques mois ou quelques années. Oui, moi, je trouve que ça fait peur surtout parce que moi, je vois autour de moi tous ces entrepreneurs qui se battent, mais tous les jours, pour faire décoller leur marque et leurs concepts. Et souvent, c'est des concepts, mais vraiment des concepts qu'on ne voit pas partout. Je ne vais pas dire que c'est l'invention
du siècle, mais c'est des concepts originaux et qu'on ne voit pas partout, des mixtures de tissus, des coupes, etc. Et je me dis, ils vont faire ça, ils vont aller payer des influenceurs pour qu'elles soient connues. En fait, on va dépenser beaucoup d'argent et dès qu'on sera connu, il y a un petit malin qui va venir derrière, qui va prendre ça et il va déposer exactement le même nom avec le même concept et on n'aura rien à dire. On ne pourra rien dire. Moi, dans le métier du web design, il y a maintenant des pirates, entre guillemets, qui copient, qui clonent un site à l'identique. Donc, et puis, en général, bah, la personne, quand elle regarde la taille, point de vue administratif et juridique à faire pour porter plainte, bah, elle laisse tomber. Parce que de toute façon, elle n'est pas protégée. C'est vrai que se défendre, une fois qu'on a détecté qu'on a été copié, se défendre, ça coûte aussi de l'argent. Il est évident que si vous avez affaire à quelqu'un qui n'est pas de bonne foi en face, qui refuse de changer son site internet, qui refuse de changer de marque, qui refuse d'arrêter d'exploiter votre invention que vous avez protégée par un brevet, il va falloir aller devant les tribunaux à un moment ou à un autre, hein, parce que la négociation, on est tous pour, mais à un moment, si ça ne fonctionne pas, il faut aller devant les tribunaux. Et aller devant les tribunaux, ça a un coût. Mais là aussi, c'est une question de moi qui ai beaucoup justement de jeunes entrepreneurs parmi mes clients, c'est une question à la fois de risque qu'on est prêt à prendre et puis une question de coût-avantage. Il faut se poser la question, est-ce qu'on investit pour pouvoir se défendre le cas échéant ou pas? Et une fois que le risque est avéré, est-ce qu'on investit encore pour pouvoir se défendre? C'est-à-dire, est-ce qu'on espère un gain en termes de dommages et intérêts? Bon, en France, hein, il ne faut pas trop rêver, ça ne monte jamais très très haut. Mais à défaut de gagner des dommages et intérêts, on va empêcher un concurrent de vous copier, de vous lessiver, d'absorber complètement votre activité. Donc, c'est aussi un gain indirectement. Ça veut dire rester en activité quand même plus longtemps et continuer à gagner de l'argent. Oui, parfois, on n'a Tout ça, ça doit se mesurer au cas par cas. Oui, effectivement, je rebondis là-dessus. C'est vrai, j'entends souvent, par exemple, plutôt des startups avec peu de moyens qui me disent, ah bah oui, je n'aurais pas par rapport. Parce que souvent, en plus, ce qu'on m'expose, c'est toujours des cas extrêmement généraux. Et ça, je n'aime pas ça parce que moi, j'aime bien travailler sur des cas d'espèce. Parce que sinon, on est dans la rhétorique. Vous voyez, on n'a pas d'accroche. Et, bon, et on me cite, bah oui, mais si je me fais attaquer par, je ne sais pas, un grand nom, j'en sais rien, Airbus par exemple, ou Boeing, je n'aurai pas les moyens de me défendre. Mais alors, oui, bon, d'accord, la probabilité peut-être, voilà, mais on se met dans des logiques. Ah, d'accord. En fait, Oui, ils n'ont oui. pas l'intérêt de se Moi, défendre parce qu'ils se disent qu'ils peuvent être… voilà. Mais je pense que ce n'est pas une bonne idée. Déjà, ça peut être un peu étrange de. Il y a quelque chose, il y a peut-être un manque de confiance dans son produit, déjà, quelque part. Parce que aussi, si je protège, c'est que j'ai confiance, j'ai confiance dans mon business, voilà, je fais bien les choses comme il faut et je dépense de l'argent. Parce que aussi, être entrepreneur, c'est prendre des risques. On n'est pas dans l'administration. dépenser aussi, hein, parce qu'être entrepreneur, c'est dépenser. Parce que Voilà, j'ai un ami, l'énergie, exactement. Tout à l'heure, j'y pensais. J'ai un ami américain de très longue date. Vous savez comment sont les Américains en business. Et il me disait très simplement, pour gagner de l'argent, il faut dépenser de l'argent. Voilà, c'est c'est une l'histoire règle basique. juste basique, mais qu'on Voilà, essaye de… l'histoire du gars qui a trouvé $1 et qui est maintenant milliardaire. Bon, tout le monde sait très bien que c'est un peu, c'est des légendes urbaines, tout ça. Mais sinon, pour gagner de l'argent, je dois dépenser de l'argent et en tant qu'entrepreneur, je dois prendre des risques. Si je ne veux pas prendre de risques, ben, je place mon argent sur un livret A, tranquillement, 22 000 € et je touche 0,5%. Et voilà. Mais, non, mais c'est vrai, il faut savoir ce qu'on veut aussi dans la vie. Il n'y a pas de business sans risque. Donc tout ça, tout à fait d'accord avec toi. voilà, tout ça, c'est une logique. Bon, bah, il y a des risques. Voilà, c'est le risque du business. Effectivement, ça représente de l'argent, je suis d'accord. Mais quand on a confiance dans son business, il faut avoir la foi.
je protège bien comme il faut mes choses. Et si je repère des contrefacteurs, j'attaque. Mais même, je dirais que si on veut faire une généralité, bien que je n'aime pas faire des généralités, moi, je remarque que j'ai travaillé dans des grands groupes. Quand on reçoit une lettre de menace concernant un brevet potentiellement contrefait, le grand groupe en tient plus compte que, à mon avis, la start-up ou le porteur de projet. Hein. Voilà, parce qu'il y a un risque, on ne sait pas trop les conséquences. Voilà. Donc, cette espèce de rumeur, comme quoi je ne saurais pas me défendre auprès des grands groupes, bon, voilà, moi, je ne veux pas en faire une généralité. Et Amina, si tu me permets, j'évoquais tout à l'heure l'idée de valorisation, c'est-à-dire qu'à un moment, en tant qu'entrepreneur, alors moi je suis entrepreneur parce que j'ai créé mon entreprise, pour autant je ne suis pas du tout businessman, hein. Je ne suis pas à fond dans l'expansion du business. Moi, dépenser pour gagner de l'argent, je dépense, mais le moins possible parce que je fais attention à tout. Je suis extrêmement prudent par nature, mais je suis juriste, donc en même temps c'est assez logique. Mais ce qui est important, c'est qu'il y a un moment dans l'activité, quand on est tout seul ou quand on est à 2-3, où on doit se poser la question, on grossit ou on ne grossit pas. Et quand vous devez grossir, ça passe souvent parce que si vous êtes toujours 1 ou toujours 2 ou 3 depuis le début, c'est qu'ensemble, vous avez investi tout ce que vous aviez à investir et il n'y a plus d'argent. Donc à un moment, ça passe par quoi? Ça passe par demander de l'argent à des banques. Ce n'est pas toujours évident. Ça passe par demander de l'argent à la famille. Bon, ils sont sympas, mais ils vont vous demander est-ce que ça revienne assez vite. Et puis ça passe par faire des levées de fonds, aller chercher des investisseurs, faire entrer des associés, des choses comme ça. Quand vous êtes à ce cap-là, ce que les gens autour de vous vont regarder avant d'investir dans votre société, c'est ce que vous avez sécurisé. C'est d'où vous venez, où est-ce que vous en êtes, où est-ce que vous allez et quelles sont les armes sur lesquelles vous vous appuyez. Qu'est-ce qu'ils vont regarder? Comment vous avez déposé votre marque? Est-ce qu'elle est solide? Est-ce qu'elle n'est pas solide? Est-ce que vous êtes propriétaire de votre technologie? Si elle était brevetable, est-ce que vous avez déposé des brevets ou pas? Parce que les investisseurs, ils vont se dire, si j'investis dans une boîte d'un côté où il y a des bonnes marques, des bons brevets, parce que je pourrais me défendre si je suis copié. Si j'investis à côté dans une société où on n'a pas ces éléments-là, bah là, pour le coup, je prends un gros risque. Alors, je peux le faire, il y a plein d'investisseurs qui investissent comme ça a même un nom. Et par contre, ils demandent minimum des garanties. Et du coup, comme ils n'ont pas les garanties côté propriété intellectuelle, ils vont les prendre ailleurs. Donc, ils vont demander plus de parts sociales, ils vont demander des retours sur investissement plus élevés, ils vont demander en général à sortir plus tôt aussi quand ils ont prêté des fonds. Et tout ça, ça va avoir un coût. Alors que si vous avez une structure qui est bien cadrée, les statuts de la société sont clairs, il n'y a pas de problème entre les associés, les marques ont bien été déposées, les brevets sont solides, etc., vous allez trouver des investisseurs beaucoup plus confiants en face de vous, beaucoup plus à même de vous prêter des fonds. Moi, j'interviens de plus en plus, non pas sur des startups débutantes, mais des startups qui sont en phase d'évolution pour corriger des choses. On ne peut pas toujours tout corriger, malheureusement. Mais pourquoi? Parce que au jour de la levée de fonds, on s'aperçoit qu'il y a des problèmes. Et en fait, on aurait anticipé les problèmes, on aurait gagné énormément de temps et on se serait évité parfois quelques déconvenues. En fait, tu as raison, c'est pas juste parce qu'il faut dépenser. En fait, c'est comme tout, en fait. Derrière, c'est un risque à prendre. Est-ce que je veux le prendre ou pas? Et Voilà. chacun de voir. Maintenant qu'on sait, en fait, après, on n'a pas d'excuses. Alors, j'ai une question de Beiwupi qui dit, on m'a indiqué que pour déposer un brevet, il faut s'assurer que le produit n'existe pas dans le monde entier, pas juste en France. Pour cela, il faut regarder sur basebrevetinpi.fr. Tout à l'heure, vous parliez de monopole à l'échelle nationale, mais le monopole peut-il dépasser les frontières? Oui, alors deux questions. Donc, il y a la brevetabilité et ensuite ce qu'on appelle les extensions internationales hein, de sa demande de brevet. Donc, pour la brevetabilité, donc la personne indique si
il existe déjà un produit public qui antériorise, hein, c'est le terme qu'on utilise, qui était là avant la date de dépôt de la demande de brevet, est-ce que j'ai un problème de brevetabilité? Alors je dirais oui, parce que ça va être une antériorité opposable. Alors il y a une petite confusion entre le produit et les documents brevets, la publication de la demande de brevet, qu'on retrouve effectivement sur la base de données de l'INPI. Manuel a indiqué tout à l'heure la base marque, mais il suffit de changer marque par brevet, on doit tomber sur la base brevet. Voilà. Toute antériorité est opposable, c'est-à-dire avant, bien évidemment, la date de dépôt de la demande de brevet. Donc ça peut être effectivement un produit, mais ça peut être une conférence, mais la plupart du temps, quand on est examiné, quand la demande de brevet est examinée par l'Office de brevet, ce sont les publications des demandes de brevet qui sont publiées à 18 mois. Mais en France ou partout? Quand tu veux déposer un brevet, tu regardes partout dans le monde si ça a été déposé? Partout dans le monde, et même, je peux aller plus loin que ça, même s'il y a des choses qui, en 1963, bon, sur la Lune, c'est aussi une antériorité opposable. Hein. Voilà, c'est pas du tout dépendant du pays. Ce qui est dépendant du pays, je vais y venir après, c'est les extensions et la contrefaçon. Mais pour la brevetabilité, je fais une conférence sur un produit A au Chili aujourd'hui. Hein. Le produit, je le décris vraiment avec beaucoup de détails. Alors, une conférence publique, attention, hein, oui. conférence publique. Et le lendemain, justement, une personne du public qui était présente à cette conférence au Chili dépose une demande de brevet sur ce produit A. Cette conférence sera une antériorité opposable à l'invention, à la demande de brevet qui était déposée le 11 juillet 2020 à l'INPI. La conférence, il faut qu'elle soit renseignée quelque part quand même. Non, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Oui, c'est un peu plus subtil. C'est une excellente question. Ce qui va se passer lors de l'examen, l'examinateur de l'INPI ne va pas être, a priori, va pas être au courant de cette conférence. Bon, il y a certaines bases de données parfois qui les traitent, mais c'est la plupart du temps, ce qui est opposé, ce sont des demandes de brevets publiées ou des documentations techniques ou des publications scientifiques. Ça, un examinateur y a accès. Et donc, cette conférence au Chili, il n'entendra jamais parler. Quand il fait son examen, il n'entend pas parler, sauf si, dans des cas particuliers, il y a des observations de tiers. Bon, on ne va pas rentrer dans ce détail-là, mais sur le principe normal, il n'entend pas parler. Donc, le brevet est délivré, mais le problème, c'est qu'il va y avoir une épée de Damoclès qui va être suspendue au-dessus de la brevetabilité de ce brevet délivré. Et admettons, il faut que j'aille encore un petit peu plus loin pour bien comprendre, admettons qu'en France, donc, le brevet est délivré et qu'un tiers, un concurrent, reproduise l'invention brevetée. Donc, ça va aller au TGI, au tribunal de grande instance, en litige. Mais ce que va faire ce concurrent, il va essayer de détruire le brevet. Parce que s'il n'y a plus de brevet, il n'y a plus de contrefaçon. Et ce concurrent, lui, peut-être, s'il est dans le domaine, il aura peut-être assisté, il aura peut-être trouvé un site qui parle de la conférence, peut-être que cette conférence sera dans un magazine, et ça constituera une antériorité opposable qui pourra invalider, annuler ce brevet. Vous voyez, le mécanisme est un peu plus subtil, quoi. En fait, si je puis me permettre, alors attention, je suis Monsieur Marc, mais je vais parler brevet 2 secondes. En matière de brevet, un des principes pour rendre l'invention brevetable, c'est qu'il faut qu'elle soit nouvelle. Et la nouveauté, c'est absolu, c'est dans le monde entier. Par hypothèse, si ça existe déjà n'importe où dans le monde, c'est que ce n'est pas nouveau. Et ça répond en partie à la question de la personne,
C'est-à-dire que si vous essayez de déposer un brevet pour protéger une invention qui n'en est pas une, puisque quelqu'un a déjà fait ça auparavant, même s'il ne l'a pas breveté, forcément, ça n'est pas brevetable. Et après, il y a deux options. Soit le brevet est quand même enregistré parce que lors de l'examen, on ne va pas savoir que ça existait déjà. Et à ce moment-là, il pourra être annulé plus tard si quelqu'un apporte la preuve que ça n'était pas nouveau. Soit l'office qui va examiner le brevet va savoir que ça n'était pas nouveau et va immédiatement le refuser. En revanche, ça, c'est un problème qui n'existe pas en matière de marque. Et deuxièmement, il y a aussi une question de territorialité. C'est-à-dire que vous n'êtes protégé en propriété industrielle que dans les pays dans lesquels vous avez fait votre dépôt et où vous avez obtenu votre enregistrement. Ce qui veut dire que si vous avez une invention qui est quand même nouvelle, elle est vraiment nouvelle, et vous l'avez déposée en France, vous avez un brevet en France. Mais si quelqu'un fait la même chose aux États-Unis, il n'est pas contrefacteur, vous ne pouvez rien faire parce que votre brevet français, il est valable en France, il n'est pas valable aux États-Unis. Et là, pour le coup, c'est pareil en matière de marque. Vous avez déposé votre marque en France pour, tout à l'heure je disais Montblanc, bon, ne le faites pas, mais Montblanc pour des crèmes dessert en France. Si vous n'avez pas déposé cette marque aux États-Unis, quelqu'un fait des crèmes Montblanc aux États-Unis, vous ne pouvez rien faire parce qu'on est enfermé dans la territorialité du droit. Donc, pour pouvoir se défendre dans un pays donné, il faut avoir un enregistrement dans ce pays. Alors après, il y a plein de mécanismes qui existent pour déposer de façon non pas mondiale, mais extensive dans plusieurs pays. Mais en tout cas, c'est une démarche à faire en amont. Waouh. Ouais, c'est pas facile tout ça. Hein. Entre le Chili et le. C'est un peu. Mais en matière de marque, vous l'avez, en matière de brevet, la question ne se pose pas, puisque soit c'est nouveau, soit c'est pas nouveau. En matière de marque, vous avez ça, alors vous ne le savez peut-être pas, mais moi j'ai eu une affaire il n'y a pas très longtemps à ce sujet et on a écrit sur notre site à ce propos. La marque Schweppes, la boisson, moi je croyais qu'elle était détenue par Coca-Cola. Ouais. Alors c'est pas faux, mais c'est pas complètement vrai non plus, parce que selon les pays dans lesquels vous êtes, la marque appartient à Coca-Cola ou la marque appartient à Schweppes. En fait, là, vous avez une marque qui est la même marque. On vous vend le même produit. La recette est la même. Mais selon les pays, ce n'est pas le même fabricant. Et non seulement ce n'est pas le même fabricant, mais ce n'est pas le même propriétaire de la marque. Donc, de temps en temps, vous achetez du Schweppes Coca-Cola et de temps en temps, vous allez acheter du Schweppes Schweppes. Ah, c'est excellent ça. Du coup, en fait, Coca-Cola n'ont pas pu enlever ça, n'ont pas pu imposer leur truc partout parce que Schweppes avait déjà déposé la marque sur ces pays-là. Alors en fait, là, c'est autre chose qui s'est passé, mais c'est pour les mêmes raisons juridiques. C'est qu'au départ, il y avait un seul titulaire de marque, un seul propriétaire, une seule marque dans plusieurs pays. Et en fait, ils ont vendu la marque pour certains pays et pas pour d'autres. Donc on s'est retrouvé avec deux propriétaires de marques selon les pays, en fait. Dans certains pays pour l'un, dans d'autres pour l'autre. Excellent. Et en fait, ils se sont quand même retrouvés devant les tribunaux parce qu'à un moment, qu'est-ce qui s'est passé? Vous achetiez du Schweppes en Espagne et puis vous vouliez le revendre en France, sauf que en France, ce n'est plus la même personne qui est propriétaire de la marque qu'en Espagne. Donc, ça pose un problème. Mais ça veut bien dire que c'est national, en tout cas, c'est territorial. Oui. Donc, ça, c'est très important dans la vie de l'entreprise parce que ça veut dire que pour une marque, il faut se protéger dans les pays dans lesquels, vous commercez. C'est-à-dire que si vous travaillez qu'en France et que vous avez des clients qu'en France, ça ne sert à rien d'aller déposer votre marque en Afrique du Sud. Bon. Par contre, si vous travaillez qu'en France, mais que vous faites fabriquer vos produits en Chine, est-ce que ça ne vaut pas le coup de déposer la marque en Chine? Ça se discute. Mais en tout cas, il faut protéger sa marque dans les pays dans lesquels vous avez des clients, dans les pays dans lesquels vous vendez vos produits ou vous proposez vos services. Oui. Pour ce qui est des brevets, Anthony va vous l'expliquer mieux que moi, mais là, il y a une démarche un petit peu différente parce que vous avez à la fois la fabrication et puis la vente. Oui, c'est vrai que… Mais bon, c'est quand même…
une stratégie assez similaire. On protège normalement par défaut le pays ou les pays dans lesquels on vend. Mais pour ce qui est des produits, effectivement, ça peut être un pays différent pour la production. Donc, il faut aussi protéger pour la production. Alors, j'en viens à cette partie-là. Qu'est-ce qui est brevetable? On peut breveter un produit, mais on peut aussi protéger un procédé. Alors, qu'est-ce que c'est un procédé? Bon, par exemple, un procédé de traitement thermique. Je parle de ça parce que je viens de l'industrie. J'ai travaillé longtemps dans les traitements thermiques de pièces aéronautiques, et notamment du titane. Bon, un procédé, c'est simple, c'est la recette de cuisine. Hein. Bon, pour traiter thermiquement du titane, ce n'est pas une recette de cuisine, mais il y a des étapes. Première étape, je chauffe à 500 degrés Celsius. Deuxième étape, je refroidis dans un bain d'huile. Troisième étape, je fais autre chose. Je rechauffe encore une fois. Bon, voilà, on peut protéger ça aussi. Ça, c'est important aussi de le savoir. C'est vrai qu'on est souvent concentré sur le produit, hein, un objet qu'on va vendre, mais on peut protéger aussi le procédé. Et ce qui est intéressant avec les procédés, les produits obtenus directement par le procédé sont également brevetés. Donc, c'est intéressant. On essaie souvent. Ce que j'essaye de faire dans la mesure du possible pour mes clients, c'est d'avoir des demandes de brevets larges qui protègent le produit, mais également le procédé. On peut aussi protéger des systèmes hein, qui intègrent le produit. Voilà, un moteur de voiture. L'invention, c'est une bielle. Bon, c'est un petit peu ancien maintenant, mais c'est pas grave. Une bielle qui est intégrée dans un moteur de voiture. Bon, voilà, on peut protéger ça. C'est voilà. Là, vous avez quelqu'un avec nous là, qui est Afeni Couture. Donc, on va partir du principe qu'elle fait de la couture. Si elle invente une machine à coudre qui a un effet particulier, c'est-à-dire qui permet de réaliser un textile particulier qu'on ne connaissait pas, vous avez une invention double en fait. Vous pouvez à la fois protéger la machine, donc le procédé de fabrication, et le résultat obtenu, le nouveau textile, parce que les deux sont nouveaux. Ce qui est intéressant quand vous avez un brevet de ce type-là qui protège à la fois le procédé et le produit, c'est que vous pouvez attaquer quelqu'un qui fabrique des machines qui reproduisent le procédé, donc qui vont fonctionner de la même façon que la machine pour laquelle vous avez déposé un brevet. Et vous pouvez aussi attaquer quelqu'un qui va vendre des textiles qui ont été fabriqués de la même façon. Donc là, vous avez une protection qui est beaucoup plus large que si vous n'aviez protégé que la machine. Parce que si vous ne protégez que la machine, vous vous attaquez à des fabricants de machines. Et si vous protégez à la fois la machine et le produit, vous vous attaquez à la fois au haut de la filière en amont et en aval à tous ceux qui revendent les produits. Et ça, c'est tout le travail d'Anthony. C'est justement au moment où on va commencer à travailler sur le projet, c'est de savoir où on va mettre le curseur pour le dépôt de l'invention, pour faire en sorte qu'on ait la protection, si possible, la plus large possible. Oui, exact. C'est toujours une discussion. Un point important, à mon sens, hein, un conseiller en propriété industrielle doit connaître vraiment bien son client, puis surtout sa stratégie commerciale industrielle, justement pour répondre à ce que vient de dire Manuel, hein, pour protéger au mieux. Si on a une discussion un peu évasive, voilà, si l'inventeur finalement ne s'intéresse pas vraiment à cet échange, en général, sauf exception, le CPI, le conseil en propriété industrielle, n'aura pas toutes les informations pour protéger au mieux. Donc, c'est un travail d'équipe pendant une période. Hein. On peut pas, c'est pas une sous-traitance. Hein. C'est comme avec son avocat. Hein. Avec un avocat, il faut avoir une relation quand même assez proche et tout expliquer. Et on dit toujours, comment dire, qu'il faut tout dire à son avocat, quoi. Il faut tout dire à son CPI. On a un devoir, déontologiquement, on a un devoir de confidentialité et on assure le secret. Voilà, rien ne sort oui, c'est pas vous qui allez créer l'idée, quoi. Voilà. Et
Ça, c'est vraiment une phase importante. Moi, je travaille beaucoup là-dessus, sur cette phase d'échange autour de l'invention. Et souvent, je constate dans la majorité des cas, par rapport au projet, pas au projet, mais aux informations initiales fournies par l'inventeur, après mais Manuel, je vois, il hoche de la tête, c'est la même chose pour les marques, hein. En connaissant mieux, on fait un espèce de mini brainstorming, si vous voulez, et là, on arrive vraiment à des belles protections. Et voilà, À, c'est à d'autant la, mieux. Oui. à la fin de notre… déjà, le temps est passé super vite. Ah oui. Euh, mais je voulais qu'on aborde à la fin l'exemple du stylo et quand tu disais un bon ingénieur, un bon Conseiller en propriété ingénieur industrielle? posera juste le stylo et posera tout le concept. Et ça j'aimerais bien qu'on termine sur ça. Comme ça, ça va imager un peu ce qu'on a dit. Mais pour passer vite sur les questions qui intéressent plus ou moins tout le monde, c'était déjà par rapport à comment on fait pour déposer une marque. Donc après, tu as expliqué qu'il fallait chercher, c'est quoi les conditions, etc., etc. Maintenant que j'ai tout cherché, qu'est-ce que je fais? Comment je fais pour déposer ma marque? Alors, pour déposer sa marque, il y a une première règle, c'est savoir à qui s'adresser. Alors, en France, on va à l'INPI. Alors, on n'y va plus maintenant parce que d'abord, ils font tout dématérialiser, puis en plus, avec le Covid, on n'a plus le droit. Donc, on le fait en ligne. Mais ça a l'air relativement simple et ça vous permettra d'enregistrer, enfin de faire enregistrer une marque française, donc qui sera valable qu'en France. Si vous voulez une marque aux États-Unis, il faut faire pareil, mais avec l'INPI américain, etc., etc., etc. Sauf à passer par effectivement un conseil comme moi, qui là va mettre en place une stratégie plus globale. On va tout centraliser et puis on va mutualiser aussi évidemment les coûts et les efforts. Et après, comment on la dépose? Comme on le disait tout à l'heure, vous avez des marques Montblanc pour des stylos et de la maroquinerie, et puis des marques Montblanc pour les crèmes dessert. Parce que la marque ne vous protège que par rapport à vos activités. Donc, ce qui est très important, c'est de lister ces activités très précisément au moment du dépôt. Il ne faut pas aller trop large et il ne faut pas aller de façon trop restreinte non plus. Donc, si vous avez une marque à déposer pour des vêtements, c'est relativement simple. Vous déposez la marque en disant vêtements. Mais si vous avez des concepts un petit peu plus complexes, là, on a une question dans le chat sur du coaching, par exemple. Le coaching, en soi, ça n'existe pas, en fait. Ce n'est pas une activité qui existe dans la réglementation des marques. Donc, le coaching, il va falloir expliquer, en fait, ce que vous faites réellement, dans quel domaine d'activité, à qui ça s'adresse. Et plus vous êtes précis quand vous faites votre dépôt de marque, plus vous allez avoir une marque efficace. Et je vais vous donner un exemple sans vous donner aucun nom ni aucun contexte, mais il y a, j'allais dire pas très longtemps, ça m'arrive au moins une fois par an. J'ai un client qui m'appelle en disant j'ai reçu une lettre de réclamation. On regarde la lettre de réclamation. En général, on oppose à mon client une marque de quelqu'un d'autre qui a été tellement mal déposée qu'en fait, elle ne correspond pas, un, à ce que fait mon client, mais deux, elle ne correspond même pas à ce que fait le propriétaire de la marque. Ah, Ce qui veut dire qu'en gros, il peut mon rien client, en règle générale, n'a pas grand-chose à craindre, mais ce qu'il faut retenir de la leçon, c'est qu'effectivement, si c'est imprécis, ça ne sert à rien. Donc, il faut vraiment avoir ce qu'on appelle un libellé de produits et de services qui soit le plus précis possible. Sinon, ça ne sera pas efficace. Le coût, Après, en termes de coût, c'est relativement bas, même si tout à l'heure, Fabienne dans le chat trouvait que c'était élevé. Le coût d'un dépôt en France, en termes de taxes officielles à l'INPI uniquement, ça commence à 190 € et vous ajoutez 40 € par catégorie de produits de services, par catégorie d'activité. d'accord. En fait, c'est le travail qu'il y a autour qui est plus… c'est d'où l'intérêt d'avoir recours à un spécialiste. Parce que ça Ouais. sert à rien, même si c'est 250 €, même si c'est 250 €, savoir qu'on l'a investi pour rien, déjà, le fait de se dire je l'ai déposé, mais ça se trouve, ça ne sert à rien.
ça me pose problème. Donc, vaut mieux être sûr. Vaut mieux être sûr. Donc, moi, ça me fait penser au référencement sur Internet. Quand on crée son site Internet soi-même et que derrière, on s'étonne qu'on ne soit même pas trouvé sur Google, même en tapant son nom. Donc, en fait, on peut tout faire soi-même, mais chacun son métier. Et si tu décides de ne pas regarder, donc quand je dis regarder, que ce soit investir, rechercher, apprendre, déléguer, donc quand tu décides de ne pas regarder sur une catégorie de choses ou sur une certaine chose que tu dois faire, après, il ne faut pas se plaindre que ça ne se passe pas comme tu veux. Oui, exactement. En fait, quand on regarde votre dépôt de marque, on doit savoir quelles activités vous faites et on doit savoir ce que vous avez voulu protéger. Si on ne le sait pas, ça ne sert à rien. Et ce n'est pas si simple que ça parce que dans une même catégorie d'activités, l'INPI, le moteur de recherche, va vous proposer tout plein de choses et vous pouvez vous retrouver à déposer une marque pour des choses qui n'ont absolument rien à voir avec ce que vous faites. Comme je le disais, parfois, du coup, vous avez une marque et en fait, vous n'êtes pas protégé pour vos réelles activités. Mais on a parlé aussi de disponibilité, de porter atteinte aux droits de tiers. Et moi, là, je viens de finir un dossier de litige où j'ai récupéré un dépôt de marque pour un client en cours de route. Donc, ce n'est pas moi qui avais fait le dépôt. Et ça faisait 1 an qu'il était en litige avec une société qui avait des droits antérieurs pour des produits pour lesquels mon client avait fait son dépôt, alors que mon client ne fabrique pas ces produits-là. Donc, il a fait un dépôt trop large qui visait des activités dont il n'avait pas besoin et résultat, il s'est fait attaquer. Et on a mis 1 an à boucler la négociation. Ouais, un petit peu dommage. Ah oui, parce qu'en plus, tu payes en frais d'avocat et en frais de juriste. Ouais. Alors, en l'occurrence, c'est une société qui n'avait pas trop de difficultés à ce niveau-là, mais sur le principe, il a quand même été bloqué pendant 1 an. C'était son nouveau nom, il voulait renommer son groupe. Le résultat, pendant 1 an, il n'a pas pu le faire. Donc, vous imaginez ce que ça impacte aussi en termes de communication vis-à-vis des partenaires. Ah ouais. Et Aline pose la question sur l'accompagnement, en fait. Ouais. À partir du moment où on vient vous voir, comment ça se passe? Est-ce que la première fois, on paye? Est-ce que c'est par forfait? Comment est-ce que ça marche? Alors, c'est variable vraiment d'un cabinet à l'autre. Donc, je ne peux pas vous donner, alors déjà, je ne peux pas vous donner de tarif parce que ça dépend en fait du projet de la personne. Mais les coûts eux-mêmes, de toute façon, sont variables d'un cabinet à l'autre. Ce que je peux vous dire, c'est pour le mien, sans vous donner de précision, parce que déontologiquement, je n'ai pas le droit de le faire à la cantonade. Mais pour vous donner le principe, c'est que d'abord, si vous venez me voir, je prends les informations dont j'ai besoin. Ensuite, je vous envoie un devis. Et jusque-là, tout est gratuit. C'est-à-dire que tant que vous n'avez pas validé un devis, vous ne payez rien. Ça, c'est vrai avec moi. C'est vrai avec la plupart des confrères CPI. Mais quand vous allez voir un conseil, c'est comme avec n'importe quelle société de service. Il ne faut pas hésiter à demander un devis et à demander avant si le devis est bien gratuit. Parce que je sais qu'à une époque, il y avait des confrères qui faisaient payer les devis. Moi, je ne l'ai jamais fait. Je ne sais pas s'il n'y en a pas encore qui le font. Donc, ça, c'est très important. Tant que moi, vous n'avez pas validé un devis, vous ne payez rien. Et ensuite, effectivement, comme le disait Anthony, il y a un dialogue pour essayer de situer les besoins. Et puis ensuite, on vous fait une proposition par rapport à votre demande. Et en général, sur un dépôt de marque, pour ce qui concerne la France, vous allez vous retrouver avec des honoraires qui vont en gros doubler le coût des taxes. C'est à peu près comme ça que ça se passe dans la plupart des cabinets, un peu plus, un peu moins selon les cabinets. Après, ce qu'il faut bien regarder dans le devis, c'est le suivi de la procédure, comment ça se passe derrière. Et pour répondre précisément à la question, moi, effectivement, c'est au forfait. Donc moi, au moment où vous avez le devis, vous avez un forfait, vous savez combien ça va vous coûter jusqu'au bout. Okay. Anthony, est-ce que toi, on vient te voir est-ce qu'on paye pour venir te voir? Si on paye, comment ça se passe? Alors, je ne vais pas développer plus que ça, puisque je pratique
j'ai la même pratique que Manuel. D'accord. Donc, c'est sur devis. Et tant que le devis n'est pas validé, rien n'est payant. Voilà, c'est gratuit. C'est vraiment le même principe. Et pour la rédaction d'une demande de brevet, effectivement, je travaille en général de manière forfaitaire, sauf pour des cas très particuliers. Mhm. Mais sinon, j'arrive à déterminer le temps que je vais passer. Finalement, c'est ça, hein, c'est le temps qu'on va passer. Alors L'expérience, pardon? avec l'expérience, tu commences à savoir quel dossier, tu vas mettre combien de temps sur tel et tel dossier. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Bon, avec un forfait aussi qui va, comment dire, cadrer quand même la demande de brevet hein, qui va être rédigée. Hein, le nombre de figures. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on peut effectivement déterminer à l'avance ce qui va être fait. Alors, pour une demande de brevet, effectivement, on passe beaucoup. Il y a beaucoup de temps à passer. Hein. C'est vrai que ça peut paraître être juste de la rédaction, mais il y a, il y a beaucoup de temps à passer. On peut facilement passer 20 heures, voire beaucoup plus. Hein. C'est beaucoup de temps à passer. Et alors, pour ce qui est des taxes INPI par défaut, elles sont à 526 euros. Les Voilà, brevets, pour les brevets. Hein. Oui. C'est la taxe de recherche et de dépôt. Et donc, pour les petites entités, c'est divisé par deux, c'est-à-dire les entreprises de moins de 1000 salariés. Hein. Voilà. Qu'est-ce que tu dis, Manuel, Je pardon? dis c'est petites entités, mais en fait, c'est déjà gros pour nous, mais c'est petit. Oui, oui, c'est vrai, 1000, c'est déjà des belles boîtes, hein, mais bon, c'est considéré comme petite entité. Pour les particuliers, il y a aussi ce régime de 50%, donc ça fait 273 euros pour les taxes de dépôt à l'INPI. Et ensuite, bon, pour. J'ai la même réponse que Manuel concernant le tarif des forfaits, mais il faut compter euh, suivant la difficulté, parce que suivant la difficulté de l'examen pour une demande de brevet française, bon, on peut être entre 5 000, 7 000 euros, voilà, ça peut être moins. Voilà, c'est une espèce de fourchette un peu moyenne sur ce qui est constaté. Voilà. Mais effectivement, je vais travailler au forfait et avec un devis où on aura discuté auparavant. Voilà. alors, je regarde, on n'a plus de questions. Euh, alors, deux informations pour celles qui nous regardent et pour celles qui vont nous regarder plus tard. Anthony et Manuel vont partager leur adresse email. Et pour toutes celles qui souhaitent avoir des informations, en tout cas la première prise de contact par rapport à leur sujet, que ce soit marque ou brevet, vous pouvez leur envoyer un mail. Et puis derrière, mettez par contre vraiment en évidence que c'est avec l'association des faits pour qu'ils sachent que vous avez regardé le webinaire, que vous rebondissez par rapport à ça, que vous venez de la part de l'association. Ils vont naturellement, comme ils font avec tout le monde, mais avec une attention particulière. Et surtout, en ayant déjà échangé, ils savent ce qui s'est dit. Et puis voilà, donc vous allez pouvoir leur envoyer vos demandes par mail. Sinon, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre dans le feed pour toutes celles qui le voient sur Facebook. Mettez-le, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui regardent le replay. Mettez vos questions quand même. Je vais essayer de regrouper tout ça et d'envoyer tout ça. Si jamais vraiment je vois qu'il y a énormément de questions, je vais faire des petites catégories. J'envoie ça à nos experts qui vont essayer de vous répondre. Euh, Là, je vois que ça sèche un peu, il y a plus beaucoup de questions. Euh, je vous laisse dire les mots de la fin. Alors moi, Manuel, je viens d'envoyer mon adresse mail, comme ça, voilà, au super. moins sur Zoom, les gens peuvent y accéder. Euh,
Et puis, comme le disait Amina, effectivement, si vous faites référence à l'association, les faits dans l'objet de votre email, on regardera ça évidemment avec un œil particulier et bienveillant pour commencer. Mais quoi qu'il en soit, de toute façon, on a pour politique d'essayer de répondre à toutes les demandes quand elles sont simples, de façon simple, et puis quand elles sont plus complexes, de façon plus complexe, avec un devis préalable, etc., une lettre de mission. Sans ça, écoutez, merci à toutes d'avoir assisté à ce webinaire. Dernière petite question, parce que je n'avais pas vu, en fait, elle l'avait déjà posée et puis je n'avais pas vu. En Vas-y. fait, il y a Afeni qui pose la question, est-ce que le nom et le logo, quand on veut déposer pour une marque, c'est un seul dépôt, c'est quelque chose d'indissociable, ou est-ce qu'on pose tout séparément? Alors, c'est une très bonne question qui mériterait une réponse entre 30 minutes et 1 heure. Vous t'avez prévenu. Et la réponse, non, la réponse simple, c'est ça dépend. Ouais. La réponse simple, c'est ça dépend parce que, en fait, ça fait partie des conseils que je vais donner quasiment au stade du devis. Ouais. Parce que selon l'ensemble, nom, logo, logotype, je vais préconiser 1, 2 ou 3 dépôts. D'accord. Sachant que si on préconise, ça ne veut pas dire qu'il faut le faire. Ça veut dire qu'il faut le faire, ça ne veut pas dire que c'est ce qu'on va faire. Mais il y a certains cas où il va être important de déposer les 3. Certains cas où on va pouvoir plutôt privilégier les 2 séparément. Certains cas où on va déposer tout ensemble. Et ça dépend d'énormément de facteurs. On a parlé de certains facteurs auparavant. Et en fait, ça dépend de plein de choses. Ça dépend de la distinctivité du nom. Est-ce qu'il est descriptif ou pas? Parce que s'il est descriptif, oui, il faut mettre un logo, sinon ça ne passera jamais. S'il y a des antériorités ou pas, si on a fait une recherche en amont, on va peut-être s'apercevoir que sur le nom, c'est déjà très encombré, mais qu'en ajoutant un logo, ça va passer plus facilement. Donc, en fait, c'est vraiment du cas par cas. Oui, d'où le boulot qu'on fait derrière. Hein. Ouais, Ouais. c'est pas si facile. Ok, bon, je vois qu'il y a encore beaucoup de questions. Je vais les ramasser et les envoyer par mail pour pas trop vous retenir. En tout cas, voilà, moi je voulais remercier en tout cas tout le monde d'avoir assisté. Merci à toutes. C'était très sympathique. Et j'en profite pour répondre à Fabienne sur le chat. Non, la propriété intellectuelle, c'est partout, même où vous n'y pensez pas. Et vous voyez, si vous voulez réfléchir pour quand on aura coupé, vous voyez derrière moi, il y a un tableau. Est-ce que j'avais le droit de mettre un tableau derrière moi en diffusion, sachant qu'on est en live sur Facebook? Ça, c'est une vraie question, parce que le tableau, il a un auteur. En l'occurrence, c'est une femme. Est-ce que j'ai le droit de le faire ou pas? Je vous laisse y réfléchir. Mais en fait, non, la propriété intellectuelle, c'est vraiment partout. Ce n'est pas que la marque, ce n'est pas que les brevets. C'est la propriété intellectuelle, c'est énormément de choses. Et moi aussi, je voulais toutes vous remercier pour votre attention et votre participation. En effet, si vous avez des questions brevets, n'hésitez pas à me contacter en faisant référence à l'association dans votre email. Ça sera un plaisir d'y répondre. Ça n'engage à rien. Et je pense que si vous avez quelque chose qui vous titille ou si vous avez identifié un risque ou des opportunités, il ne faut pas hésiter à en discuter. Je vous répondrai. Et effectivement, comme Manuel, c'est caméra qui bouge. Donc, il n'y a pas d'honoraire. Et donc, ça sera ensuite, j'établirai un devis. Voilà. Mais je pense que c'est bien d'en discuter. Vous prendrez une décision. Voilà. Mais merci à toutes pour votre attention. Oui, alors bien sûr, je vous enverrai les mails en commentaire et en description sur Facebook et par mail à toutes celles qui se sont inscrites sur le Zoom, sur le Eventbrite, sur l'événement. Voilà, bon, je vous dis à bientôt. Merci Au revoir à toutes. Au revoir, bonne fin d'après-midi, bon week-end. Bon week-end à tous.